Bon, alors c'est un peu moins difficile en principe que Colette méditerranéenne, mais on va voir que c'est pas si simple que ça. Alors, je voudrais rappeler une phrase de Colette qui a été citée hier, qui m'a beaucoup plu, dans une lettre à Rachid. « S'il y a des gens qui vous font des misères, il faut cogner dessus. » Les gens qui me connaissent savent que j'ai pas mal pratiqué cette phrase, avant même de la connaître. Mais enfin bon, ça peut avoir à voir avec la table ronde. Eh bien, 3 femmes, alors... solide, on va en parler de savoir ce que ça veut dire solide. En tout cas, là, il y a 3 femmes dans lesquelles il y a des femmes dans leurs livres. Et d'ailleurs, moi, je recommence ce que je fais tout à l'heure, publicité. Les livres sont là-bas. Alors, je vais commencer par Bénédicte Martin, qui a écrit des poèmes, qui a écrit des nouvelles, mais qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Brisa, qui est une sorte, on peut dire, d'autobiographie familiale, enfin d'enquête familiale qui se termine aussi en autobiographie, et dans lequel il y a une femme majeure, importante, enfin une figure, une femme qui s'appelle Madame Yvonne ou Éléonore, selon les moments du livre où on lit. Donc il doit être là aussi. Et Muriel Magellan, il y a beaucoup de femmes aussi dans son œuvre, notamment dans Géante, et puis aussi dans... c'est quoi, changer le sens des rivières, ça, je vais toujours inverser, changer le sens des rivières. Alors, autre publicité, il a donné lieu à un film qui sort en ce moment, qui est sorti mercredi, qui s'appelle Marilyn et son juge, que j'ai eu la chance de voir. Bon, je ne vous dirai pas que c'est Coris Maki, etc., que c'est un film, mais j'ai été très touchée par ce film parce que c'est un numéro d'acteur extraordinaire entre Michel Blanc et Louane. Ils sont vraiment... Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller voir ce film, ça vaut tout à fait la peine pour ce duo qui est vraiment... Alors, c'est un peu adouci par rapport au livre, je dirais. Mais c'est un peu plus une comédie, alors que dans le livre, c'est un peu plus grinçant. Il y a un peu plus de violoncelle, mais c'est quand même assez fidèle à l'histoire, en tout cas. Donc, c'est pas le même titre, Changer le sens des rivières. Et Marilyn et son juge, parce qu'il y a 2 personnages effectivement qui font duo aussi bien dans le livre que dans le film, mais Changer le sens des rivières dit plus peut-être le fond du mouvement du livre. Voilà. Alors Stéphanie Janicot, depuis son premier livre Les Matrioshkas, en 1996, il y a beaucoup de livres et beaucoup de femmes. À chaque fois, oui. Alors, il y a évidemment Le Réveil des sorcières, ça parle de soi-même. Il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est l'île du docteur Faust, où il y a une femme... alors, est-ce qu'elle est solide? C'est la question qu'on pourra se poser. En tout cas, il y a une femme assez puissante, je dirais quand même, puissante. On ne peut pas l'appeler puissante? Si, enfin, il y a plusieurs femmes puissantes. Enfin, je pense que quand on crée une héroïne, on va la créer de telle sorte que, in fine, elle sera puissante. Le terme de femme solide ou de femme forte me laisse un peu dubitatif. Parce que forte et solide, c'est la même chose pour vous? Alors, c'est pas forcément la même chose, mais ma réflexion serait la même sur les 2 termes. C'est qu'il y a des adjectifs qu'on comprend tout de suite, une femme généreuse, une femme, on va dire, courageuse, mais forte, je pense pas que une femme se dise d'emblée « je suis forte ». Enfin, il lui arrive des choses et elle fait face comme elle peut. Et a posteriori, on pourra dire « elle a été forte ». Mais le terme même de « être fort », me paraît un peu étrange. Enfin, peut-être qu'on dirait ça d'un guerrier, il est fort, enfin, il est costaud, ou la force physique, je vois ce que c'est. Mais et la force morale, vous ne voyez pas? C'est plutôt, pour moi, quelque chose qui se verrait à la fin. Peut-être qu'à la fin du livre, on dira elle a été forte. Par exemple, un de mes livres qui s'appelle Disco Queen, qui est le dernier. Oui, j'allais en parler, puis hop, on est parti tout de suite sur les femmes solides. C'est l'histoire d'une femme qui est tout sauf forte, puisqu'elle est dans une chambre d'hôpital, atteinte de leucémie, elle est dans une chambre stérile, et en fait... Alors, je ne sais pas si elle est forte, mais en tous les cas, elle est créative. C'est-à-dire que pour ne pas se plaindre et pour ne pas en fait, embarrasser sa famille avec sa plainte, elle décide de réaliser un rêve de toujours, mais de le réaliser par écrit parce qu'elle ne peut pas le faire, qui est d'ouvrir une boîte disco dans son village breton. Et donc, elle commence à écrire. Donc, elle décide de distraire les autres de sa maladie. Alors, est-ce que, in fine, on va dire, elle a été forte, parce que c'est fort de faire ça alors qu'on est très malade. Moi, je dirais, c'est créatif.
Voilà, pour moi, c'est plutôt... Je mettrais, en fait, je pense que fort, d'une certaine manière, peut être remplacé à chaque fois par un autre adjectif, un tout petit peu plus précis et un tout petit peu plus imagé. Justement, en fait. tandis qu'au Queen, il y a aussi des femmes qui réalisent le rêve que cette femme met sur le papier, puisqu'elle voudrait écrire un roman. Et alors, vous les qualifieriez comment, celle-là De courageuse, parce qu'en fait, pour créer une entreprise, quitter la vie dans laquelle on est et les chemins tout tracés, ça demande du courage. Alors après, on peut dire a posteriori, oui, elle a été forte ou solide, mais pour moi, vraiment, l'adjectif fort est trop global, il est trop large et il englobera plusieurs qualités humaines, mais ça va sur la femme, mais sur l'homme pareillement. Hein, c'est trop large. Bénédicte Martin, vous croyez aux femmes fortes ? Je crois aux femmes effectivement solides. Ouais. Alors c'est quoi solide pour vous ? Solide, ça veut dire que je pense que c'est une femme qui a réussi à se mettre en paix avec sa propre construction féminine, avec sa propre géographie corporelle, et qui du coup en tire parti pour tous les aspects de sa vie. Pour moi, c'est ça, une femme solide. Oui. Vous préférez solide. Vous préférez solide à fort. Son squelette. Ouais. Exactement. C'est presque physique. Oui. Oui. Après, ça ne veut pas forcément dire solide tel qu'on l'entend, on va dire massif. Quelque chose de fin peut être quelque chose aussi d'extrêmement solide. Voilà. Marielle Magellan, alors les femmes fortes, les femmes solides, les femmes créatives, les femmes courageuses Les femmes libres. Pour moi, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'arriver à sa liberté, c'est être fort, je pense. Pourtant, avec les secousses, évidemment, tout ce que ça crée comme obstacle d'être libre, mais pour moi, en plus dans la maison de Colette, je pense que c'est encore plus vrai. Elle nous a montré ce chemin-là. Et moi, j'ai la sensation que je travaille plus sur les femmes libres que sur les femmes fortes, ou bien sur les femmes enfermées qui se libèrent. Et bien sûr, je comprends cette notion de solidité. Et on ne peut pas nier, je pense que comme ça, dans un cliché, que les femmes sont fortes, enfin, qu'elles peuvent l'être, qu'elles peuvent... ça veut pas dire qu'elles affrontent tout de façon idéale, mais elles ont une aptitude à affronter le réel que peut-être parfois les hommes ont moins, si on est dans le cliché. Mais ça m'intéresse moins que la notion de se libérer. Voilà. Mais c'est une force d'essayer d'être une femme libre. Il faut être fort pour essayer d'être une femme libre. Voilà. Oui, mais il faut aussi être fort pour accepter de ne pas l'être et d'être quand même un pilier pour sa famille, pour... de ne pas être quoi, de ne pas être libre ou de ne pas être fort. De ne pas être libre. Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui sont... très peu de gens sont libres, en fait, il faut bien le dire. On est souvent liés à beaucoup de choses. On a un travail, on a une famille, on a charge d'âme, etc. Et on n'en voit pas tout ça balader. Je pense que Marielle Magellan parlait d'une autre liberté à laquelle j'adhère. Mais parfois, on n'a pas forcément envie d'être dans cette vie-là. On aimerait bien se libérer, mais finalement, on renonce à le faire. Mais ça, c'est être libre. Ça, c'est être libre. C'est-à-dire que pour moi, faire ce chemin de renoncement choisi, en fait, c'est une liberté. C'est ça, pour moi, qui est compliqué dans le chemin de libération. Enfin, moi, j'appelle ça plutôt l'indocilité. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Indociles. Mais pour moi, être indocile, dans les indociles, il y a une femme qu'on pourrait penser libre, parce que libre dans sa sexualité, seule, pas engagée, etc. Et il y a un homme qui, pour moi, est aussi indocile qu'elle, qui est marié, qui a renoncé par fidélité à sa famille à un poste à l'étranger, mais tout est choisi, tout est décidé. Donc il est très aligné justement avec ses choix et sa liberté. Vu de l'extérieur, on pourrait dire il est enfermé. Mais je tente de raconter que c'est tout l'inverse. Mais je crois que ça demande beaucoup de force. Mais Stéphanie Génicaud, dans vos livres, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans le renoncement.
Je sais pas si elles acceptent aussi des situations qui leur sont données. Enfin, par exemple, sur l'île de Dr Faust, la narratrice en fait va dans un endroit très étrange qui est censé apporter la jeunesse, c'est-à-dire de revenir à ses 20 ans. Et finalement, tout le livre, c'est est-ce qu'elle va céder au pacte de Faust et de vendre son âme, ou est-ce qu'elle va être suffisamment forte justement pour ne pas le faire. Mais est-ce qu'elle est puissante? Est-ce qu'elle est non, je pense qu'elle accepte aussi. Est-ce que c'est un renoncement? On accepte aussi à un moment donné la vie telle qu'elle est et telle qu'elle nous est offerte. Et en fait, la force, ça peut être aussi bien dans cette résistance à ce qui est que dans le consentement à ce qui est aussi. Et je pense que c'est pour ça que c'est a posteriori qu'on va dire ça a été une force d'être. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire telle attitude est la bonne. Consentir à sa vie et à l'accompagner, même si c'est pas ce qu'on avait choisi, c'est fort aussi que de vouloir peser sur les choses. Et en fait, là, peut-être si solidité il y a, et si on peut le définir, c'est pour moi dans le sens fiable. Être une personne sur laquelle on peut compter, sur laquelle les autres, la famille, les proches, la société peut compter. Alors là, effectivement, c'est solide. Ça, c'est un grand débat philosophique sur lequel je ne me prononcerai pas, mais je ne suis pas tout à fait dans votre camp. Et Bénédicte Martin, je voudrais que vous parliez, bon, on ne va pas résumer votre livre, il faut le lire, mais ce personnage d'Éléonore, qui devient Madame Yvonne et qui, au fond, vous n'avez pas connu, mais qui a hanté votre enfance, parce qu'elle était, pour vos parents et vos grands-parents, quelqu'un de très important. Pour moi, c'est une femme puissante, qui pourrait paraître antipathique, mais qui ne m'est pas antipathique. Vous pouvez dire quelques mots de ce genre de parcours de femme? Alors, Madame Yvonne, moi du coup je l'appelle comme ça. Même si, donc c'est une femme qui, après la guerre, décide de s'appeler Madame Yvonne. Mais voilà, qui a eu un changement d'identité, qui était extérieur à ma famille, mais qui finalement a complètement influé sur ma famille et de facto aussi sur moi. Par rapport à l'éducation que j'ai eue, par rapport à l'héritage moral et pécuniaire également. Donc voilà, cette femme, oui, c'était une femme, on va dire, oui, puissante, effectivement, qui a su, en fait, très tôt, je pense, dans le livre, c'est raconté, c'est qu'elle a eu tout de même une enfance assez difficile, même très misérable à Toulon, et qui est devenue puissante par sa rage, en fait, d'en découdre socialement. Et les aléas de l'époque et de sa vie ont fait que tout d'un coup, elle s'est retrouvée à la tête d'une immense fortune qui lui a donné une puissance qu'elle a mis au service de son vice et au service aussi du siècle qui était particulier. C'est là que je voulais vous amener, parce que oui. Si on porte un jugement moral, on peut dire que c'est une prédatrice. Elle se lie à un homme qui s'appelle Pierre, qui est le mari de Brisa, mais elle séduit évidemment la femme. Mm-hmm. Donc, du point de vue moral, elle peut être très mal considérée. Oui, effectivement. Pierre, en fait, était mon grand-père, était commissaire divisionnaire à Paris, et il s'avère qu'elle s'occupait, parce que à l'époque, pendant la guerre d'Algérie, pour empêcher le regroupement familial, il y avait une prostitution maghrébine qui a été autorisée avec les foyers Sonacotra, et donc c'était une prostitution qui était complètement autorisée en France par le préfet Papon, et elle s'occupait de ça, en fait. Donc voilà, une mère maquerelle pour la manne, on va dire, algérienne en France. Et elle était indique de mon grand-père qui était commissaire divisionnaire. Et ma grand-mère était extrêmement jalouse parce qu'il faisait la tournée La Mondaine le soir et il rentrait tard. Et ma grand-mère a émis le souhait de vouloir la rencontrer et elle a vu en fait une femme, comme on va dire, très homasse, et elles sont tombées amoureuses. Et ma grand-mère a quitté mon grand-père pour elle. Donc tout ça n'est pas moral, mais bien séduisant. Donc, non, pas moral. Mais Stéphanie Janicot, par rapport à tout ce que vous dites, quand vous créez un personnage de femme, vous pensez d'abord à ce qu'elle peut être comme créatrice elle-même? Alors je pense à sa richesse, plutôt à sa densité. Je ne me dis pas qu'il faut qu'elle soit forte.
a posteriori, je me rends compte qu'elles ont été fortes. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, par exemple, dans ma manière de conduire ma vie, j'ai jamais eu l'impression d'être forte. Et l'image qui m'a été renvoyée, c'est « Ah là là, tu es forte ». Et maintenant, je me dis, bon, je commence à avoir un certain âge, et donc je me dis, oui, effectivement, ça peut apparaître comme fort, mais quand je crée un personnage, je vais plutôt l'envisager dans sa densité, dans sa complexité psychologique, dans ses choix à faire, et parfois ses atermoiements ou ses doutes. Et c'est sans doute qu'à la fin, le lecteur dira, ah ouais, elle est forte. Ce personnage est fort, mais ça n'a pas été la question de départ, en fait. Quand même, le docteur Faust, c'est pas une faible femme. Alors, oui, parce qu'en plus, sur l'île, le docteur Faust n'est pas un homme, le docteur Faust est une femme. Mais elle a ses forces et ses faiblesses. Et pour moi, en fait, la faiblesse peut aussi être une force. Enfin, je pense que d'ailleurs l'art, pour moi, il est beau dans ses imperfections. C'est la beauté, c'est cette imperfection-là. J'avais cette image de la danseuse, par exemple, qui lève la jambe très très haut. Enfin, ce qui me touche le plus, c'est la jambe au sol qui tremble un peu et qui montre justement la grâce en fait du mouvement lui-même. Et c'est l'imperfection, c'est cette espèce de faiblesse que je trouve profondément humaine et qui nous différenciera toujours de la machine, de l'intelligence artificielle ou du robot, et qui fait que nous, pour créer quelque chose, pour avoir un geste, on aura toujours un petit truc qui n'est pas parfait. Et c'est ça qui est beau. Alors Magellan, vous avez parlé de la liberté tout à l'heure, et j'ai oublié de dire que vous étiez une femme orchestre, que vous avez fait des pièces de théâtre, vous avez fait de la mise en scène, vous avez réalisé des films. Notamment, vous avez fait un film, c'est en 2019, je crois, qui s'appelle Moi grosse. Oui. Et ça, c'était bon. C'était réfléchir sur quelque chose qui est un enfermement. Qui est un enfermement, oui, c'est ça. C'est sur l'obésité morbide. C'est un film que j'ai réalisé pour France Télévisions. Et c'est vrai que mon héroïne, donc, qui est en obésité morbide, se heurte à un réel qui l'enferme dans ce qu'elle est, dans la liberté. Là, elle est compliquée. Et là encore, ce qui m'intéressait, c'était qu'elle prenne conscience de son enfermement et qu'elle décide de se libérer. Non pas en maigrissant, même si la question est évoquée, mais en allant au contact, en collision avec ceux qui veulent l'enfermer par le regard, par la médecine, etc. Donc c'est vrai que moi, je raconte souvent ça, même dans Changer le sens des rivières, donc qui est devenu le film. Ma jeune héroïne est serveuse dans un bar, elle a pas de... Elle a un bac pro et elle s'est un peu résignée à une vie comme ça qu'elle aime bien d'ailleurs, assez simple. Et elle s'éprend d'un jeune homme plus cultivé qu'elle qui va l'humilier culturellement sans vraiment le vouloir. Mais voilà, elle n'a pas une référence cinématographique. Il s'en moque un peu et puis il s'aperçoit que ça n'ira pas entre eux. Et là, elle devient violente. Et elle va se retrouver en comparution immédiate. Mais vous voyez que l'idée, c'est qu'il y a un choc, il y a une collision qui va rompre son quotidien, créer une brèche, et on entrevoit une lumière. Donc c'est vrai que... et cette lumière, c'est peut-être l'endroit vers lequel je vais me libérer. Donc, je suis d'accord avec Stéphanie, je vois très bien ce qu'elle veut dire. On ne peut pas dire qu'au départ du roman, elle soit une femme forte. On s'apercevra au fur et à mesure qu'elle a été forte, mais opportuniste dans le choc qu'elle a vécu, et pour saisir saisir la lumière. Et peut-être la même chose dans Géante, si je peux en toucher un mot, oui. C'est... Laura, donc mon héroïne, qui est une femme discrète, une femme heureuse dans un quotidien, même chose. Elle travaille pour l'entreprise de peinture et rénovation de son mari, mais elle est passionnée de littérature japonaise et elle va, à la faveur de la visite d'un grand écrivain japonais dans sa petite ville à Marmande,
aller l'écouter. Et finalement, comme le spécialiste de littérature japonaise n'est pas là, la responsable de la médiathèque lui dit « Je vous en supplie, Laura, aidez-nous à faire l'entretien avec cet écrivain japonais. » Et elle va s'apercevoir qu'elle est capable, à tel point que le lendemain, elle ne rentre plus dans ses chaussures et petit à petit, elle grandit. Donc c'est ça ma géante. Donc, et elle va s'apercevoir qu'elle prend de plus en plus de place et que prendre de plus en plus de place, c'est génial d'un côté, mais très embêtant de l'autre, tant pour elle que pour ce que ça crée chez ceux qui l'entourent. Donc, toujours pareil, c'est-à-dire grandir, se libérer, prendre peut-être de la puissance, mais qu'est-ce que ça crée autour de moi? Voilà. Bénédicte Martin, cette Madame Yvonne, elle considère que être fort, c'est se donner la liberté de tout faire, abuser de tout. Oui. Par certains côtés, je la rejoins. Moi, j'ai l'impression que, après m'être beaucoup interdit par mon éducation et par mes choix de vie, il y a un moment où je me suis dit, je m'en fous, je m'autorise tout, un peu comme Madame Yvonne. Et oui, je pense qu'on tire aussi, on est galvanisé parfois quand on lâche prise comme ça et qu'on arrive un peu à se fiche de tout. Donc, pour en revenir à Colette qui disait « je fais ce que je veux », moi j'ai aussi pris cette direction dans ma vie, c'est qu'à partir de maintenant, je fais exactement ce qui me plaît, en fait. C'est un peu la clé du bonheur. Hein, et donc Yvonne, je pense, faisait aussi ce qui lui plaisait. Et j'aime bien, en fait. Voilà, c'est s'autoriser aussi. On parlait de liberté, je pense que là, c'est une liberté... qu'on arrache en fait à son destin de femme, où on est souvent tout de même sous le boisseau masculin et s'en fiche en fait tout simplement, quoi. Mais Madame Yvonne, quand elle s'appelait Éléonore, elle a un peu fréquenté Nathalie Barnet, donc elle a dû croiser Colette. Oui, peut-être, très certainement. Ça, je n'ai pas réussi à regrouper, mais je sais qu'elle a fréquenté donc tous les salons rue Jacob et les salons voilà, aussi de Montparnasse, donc très certainement. Mais à l'époque, elle était encore assez invisible et elle n'avait pas encore le carnet d'adresses qui lui permettra plus tard de s'affirmer. Alors Stéphanie Janicot, la figure de la sorcière, parce qu'il y a des sorcières chez vous, et vous êtes assez quand même fascinée par la figure de la sorcière, par tout ce qui se passe en Bretagne. Alors c'est vrai que la place de la transmission matrilinéaire est très importante dans ce que je fais. Depuis mon premier livre, Les Matrioshkas, qui était aussi une transmission de mère en fille. Et donc c'est vraiment... la mémoire du monde, c'est que ça en fait. C'est sur 3500 ans comment on se transmet de mère en fille. Donc forcément, la sorcellerie qui est une transmission, en fait le don, que ce soit sorcellerie blanche, noire, le don de médium ou de guérisseuse, en fait. C'est souvent des choses qui se transmettent de mère en fille. Donc forcément, ça m'intéresse. Le fait d'avoir ce pouvoir de guérir, je trouve ça fascinant, en fait, de connaître la nature au point d'avoir les propriétés des plantes. Il y a quelque chose dans ce lien entre l'humain et la nature qui me fascine, d'autant plus que je pense être vraiment... Enfin, j'ai été élevée certes à la campagne, mais j'adore la ville et je pense être profondément quelqu'un du bitume. Et donc c'est pour ça que ça me fascine encore plus de voir à quel point certains êtres humains sont capables d'être reliés au cosmos de toutes les manières. C'est-à-dire que pour avoir aussi, en tant que journaliste, fait des dossiers sur la sorcellerie et interviewé des gens qui sont là-dedans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont cette capacité à reconnaître les plantes, à les utiliser, à guérir, finalement ils sont aussi en lien avec le minéral, avec une forme d'invisible et avec des dons de médiumnité. Et en fait, toute cette manière d'être au monde et d'être relié à l'univers m'intéresse beaucoup. Alors, à la fois d'un point de vue irrationnel, comme dans Les Sorcières, mais aujourd'hui, je travaille un peu sur la physique quantique. Et le fait est que même scientifiquement, on se pose des questions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste des élucubrations, ce lien avec l'invisible, puisque dans les quantas, il y a une théorie comme quoi on est composé de brins minuscules, de vibrations en fait. Nous sommes des vibrations, et c'est ce qui expliquerait que nous soyons reliés à des
distance très grande avec d'autres vibrations. Et je trouve ça passionnant parce qu'en fait, je pense qu'il y a tout un invisible qui, sans être complètement, on va dire, fou, insensé, nous échappe. Et évidemment, moi, ce qui m'échappe, j'écris pour essayer de comprendre des choses que je ne comprends pas. Et forcément, plus ça m'échappe et plus j'ai envie de creuser la question. Donc la sorcellerie va faire partie de ça, c'est-à-dire comment... j'étais partie d'une question complètement sociologique et sociale, puisque j'ai grandi et j'ai toujours une maison dans une forêt qui s'appelle maintenant Brocéliande. Elle s'appelait la forêt de Pimpon tout simplement quand j'étais petite, mais c'est devenu Brocéliande. Et forcément, les mythes, tout ça est très prégnant. Et il y a des pratiques sorcières dans ma forêt. Donc je m'étais intéressée sociologiquement... Quel genre de pratique ? Ah ben, vous n'aimez pas votre voisin ? Vous allez voir une sorcière et qui va jeter un sort à votre voisin, qui va tomber de l'échelle. Vous avez envie de vous débarrasser de votre mari ? Ben, vous allez voir la sorcière qui va, etc. Est-ce que ça marche ? Alors, oui, il y a si marche, absolument, il y a un sociologue. On va tous y aller. Mais oui. Il y a un sociologue qui s'appelle Dominique Camus, qui a travaillé 40 ans sur ces pratiques sorcières en forêt de Brocéliande et qui a des cas et des cas. Enfin, il a étudié ça pendant 40 ans, il était professeur d'université. C'est pas... Et effectivement, il y a des choses extrêmement troublantes. Mais il faut savoir, parce que je vous mets en garde, allez voir quelqu'un qui met des sorts, ça peut vous revenir en retour beaucoup plus fort. Donc en fait, le risque que vous prenez d'aller vous mettre dans les mains de quelqu'un comme ça, est-ce qu'il en vaut vraiment la chandelle ? Je ne suis pas certaine. Voilà. Ça dépend ce qu'on veut faire. Mais il y a des gens, ils ont des demandes positives. Ils se disent, j'ai envie de réussir mon examen, j'ai tellement envie que machin soit amoureux de moi. Et là, il y a des filtres d'amour. Et ça marche pas. Mais si, ça marche aussi. Mais si, ça marche. Oui, ça marche aussi. Myriam Magellan, je reviens à Géante. Votre idée, c'était que quelqu'un se libère des contraintes de la nature en pouvant grandir. Oui, c'était plus métaphorique aussi. C'était vraiment regarder ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le fait que les femmes prennent de plus en plus de place. Et ça m'intéressait de le regarder tant du point de vue intime du personnage que du point de vue social, quoi. C'est-à-dire nous toutes. Et qu'est-ce que ça crée en soi de grandir? Est-ce qu'on accepte notre propre croissance et notre propre puissance, peut-être là pour revenir au terme de départ, et est-ce que autour de nous, les femmes et les hommes acceptent aussi cette puissance et cette place qu'on prend de plus en plus nettement, et c'est même pas sans jugement, c'est sans dire c'est bien, c'est mal, ça a lieu, voilà. Et donc comme ça a lieu, qu'est-ce qu'on fait de la tempête que ça crée et des mouvements que ça crée? Ça m'intéressait et il y a dans le roman une alternance d'ailleurs avec des chapitres d'autofiction, on va dire, où je parle aussi de ma propre histoire et de mes propres observations. Mais alors justement, à propos de la propre histoire, au départ, toutes les trois, enfin toutes les quatre, on devait plutôt parler peut-être de la vieillesse. Mais comme je vais en parler longuement avec Noël Châtelet cet après-midi, on s'est un peu... Mais à propos de la vieillesse, je voudrais que vous racontiez une petite histoire que vous m'avez déjà racontée, Myriam Magellan, et que je trouve absolument délicieuse. Il y aurait le rapport entre les hommes et les femmes aussi. Qui est dans Géante, donc. Hein, c'est pour ça que j'y fais allusion. Oui. Non, je raconte dans Géante que je suis passée à la grande librairie pour le roman Changer le sens des rivières, et il y avait Andreï Makine qui était invité le même jour que moi. Et à la suite de l'émission, il y a un petit coup à boire. Donc, je suis allée le voir pour lui dire que j'avais lu son livre, parce qu'on se lit les uns les autres, que je l'avais trouvé beau, mais tragique, ce livre. Et il m'a répondu ce n'est pas ça qui est tragique, Muriel. Ce qui est tragique, c'est que vous êtes très belle, mais vous allez vieillir. » Alors, j'ai adoré cette histoire parce que Andreï Makine est un type que je trouve extrêmement antipathique, donc ça m'a absolument enchantée.
enchantée cette histoire. Et donc, pour terminer, j'ai réagi assez poli parce que. Moi, je lui aurais cogné dessus. Voilà, je sais que d'autres femmes auraient réagi autrement, mais moi, je lui ai dit, mais c'est déjà fait. J'ai déjà vieilli. Et je sais ce qui est vrai. C'était il y a 4 ans, j'avais passé la cinquantaine. Et il me dit, non, ça c'est de la coquetterie. Vous n'êtes pas vieille, mais vous allez vieillir. Il faut écrire là-dessus. Moi, je ne peux pas, je suis un homme. Pour les hommes, c'est différent, me dit-il. Mais vous, faites-le. Et donc, j'ai hanté ma réponse d'une certaine façon, puisque je n'écris pas sur les femmes qui vieillissent, mais j'écris sur les femmes qui grandissent et qui sont peut-être son problème aussi. Voilà. J'aimerais rebondir dessus parce qu'il... Alors... On est chez Colette, alors il faut s'interroger sur le fait de savoir si Colette était une femme forte. Alors, Bénédicte Martin, vous avez participé sur France Culture à l'émission, à cette série Une vie, une œuvre. Oui. Et donc Colette est la force pour vous ? Colette est très forte pour moi. Je pense qu'on est tous d'accord ici. Moi, je l'ai rencontrée... dans cette région, quand j'avais 15 ans, on va dire, voilà, parce que mes parents avaient une maison pas très loin. Donc j'ai appris ce village, et j'y suis venue avant que le musée, que la maison n'existe et tout ça. Et vraiment, intimement, c'est Colette qui m'a donné la force que je pense avoir en moi. Oui, pour moi, c'est une femme excessivement forte qui s'est à chaque fois relevée. Elle est tombée peut-être 10 fois, mais elle s'est toujours relevée avec malice, avec ses armes, avec... oui, malice. J'avais un autre mot qui est plus juste, mais que je ne trouve pas là. Et non, je trouve qu'elle est... si de nos jours, elle redevient sur le devant de la scène si fortement... Vraiment, ce dont je me réjouis, c'est parce qu'on découvre justement que cette femme, elle était maligne, quoi. C'est une gosse de Saint-Sauveur. Elle a dû frayer avec les aînés dans la cour d'école. Donc voilà. Et je pense qu'elle a frayé pareil dans sa vie. Voilà. Et j'aime bien, moi, c'est resté une gosse éternellement pour moi, Colette, une gosse très mûre, même parfois voilà, une vieille femme, mais même voilà, la célèbre photo où elle souffle son gâteau avec plein de bougies. Voilà, c'est comme une petite enfant encore. C'est une image comme ça très, très, très infantile de Colette, mais pour moi très forte, parce que finalement c'est l'accumulation de toutes ces petites bougies. On commence par 1, 2, 3, 10 bougies, nous tous. Et rare en fait sommes-nous à mettre les... Moi je mets pas 45 on arrête, hein. bougies. Il y a un beau jour on arrête. Ouais. Voilà, sinon c'est une flamme. Mais je trouve que c'est à l'image en fait de chaque année en fait où on se renforce. Et Colette, elle a fini par être un énorme feu. Voilà. Et ce feu, je pense qu'elle nous communique dans son texte, dans tous ses récits et dans son trajet de vie aussi, qui parfois explique beaucoup plus son féminisme qu'elle ne se l'accordait, par exemple. Stéphanie Génicaud. Moi, ce qui force mon admiration chez Colette, c'est le nombre de vies différentes qu'elle a été capable de vivre. Alors déjà, c'est, je pense, un prodige de la littérature, enfin du langage. C'est qu'elle est devenue écrivaine, mine de rien. C'est-à-dire qu'elle ne l'avait pas imaginé, c'était même pas une ambition. On l'a mise à l'écriture et tout de suite, elle a été douée. Mais elle se l'est jamais tenue pour dit de quoi que ce soit. C'est une petite bourguignonne, elle est capable d'aller s'inventer à Paris, de rentrer dans les salons, d'écrire, elle est capable de quitter l'écriture, de faire du musical, de revenir... Enfin, elle a cette liberté absolument hallucinante et cette capacité à vivre des existences successives complètement différentes. Elle est une écrivaine reconnue, elle décide de monter une entreprise de cosmétiques. Enfin, elle est incroyable. Elle a plein de vie, comme les chats. Elle a plein de vie. Elle a, voilà, elle est...
voilà, alors oui, c'est fort. En tous les cas, je ne sais pas si elle est forte, mais c'est drôlement fort d'être capable de faire ça. Donc on en vient quand même à et en fort. tous les cas, Sinon, ça forcera toujours mon admiration. Et puis tout ça avec tous ces chats, être capable aussi de résister au corps, parce qu'en fait, son corps l'a quand même vraiment lâché, il faut bien le dire, pendant de longues années. Et elle a continué à écrire dans son lit, à avoir cette vie incroyable, vie sociale quand même. Enfin, oui, c'est quelqu'un qui s'est sans cesse réinventé. Ah oui, et ça c'est fort, c'est drôlement fort. Muriel ? Oui, je rejoins Stéphanie. Moi aussi, j'écris dans mon lit, comme Sagan. Et non, mais c'est vrai que c'était un modèle pour moi qui suis boulimique de forme de création, puisque je réalise, j'ai fait du théâtre, j'écris des chansons, j'ai joué quand j'étais jeune. Comme elle. Et pas les cosmétiques. Pas les cosmétiques, mais ça m'a rassurée justement d'entendre que quand elle a créé les cosmétiques, des amis à elle l'exprime avec beaucoup d'humour, lui ont dit il faut vraiment, pourquoi tu fais ça, quoi. En gros, il faut te consacrer à ton art maintenant, ne t'occupe que de ton art. Et elle répond je me régale déjà de tout ce que je vais leur répondre et de tout ce que je vais faire encore, qui sera en dehors de l'écriture. Et d'une certaine façon, ça me rassure de lire ça, parce que je vois à quel point sa langue est magnifique, précise, travaillée, et que par ailleurs, elle vit sa vie d'artiste de plein de formes. J'entendais tout à l'heure la rencontre de ce matin sur le cinéma, j'ignorais ça, mais son appétit du cinéma ne m'a pas surprise finalement, parce que une forme arrive, youpi, quoi. Comment je peux la... Et ça n'empêche pas, et c'est ça qui est rassurant quand on est un peu créatrice boulimique, ça n'empêche pas l'exigence et le travail sur la forme qui prédomine, à savoir quand même l'écriture. En fait, elle était extrêmement douée pour l'écriture, mais douée pour la vie en général. D'ailleurs, l'écriture et la vie, ça va peut-être un peu, ça relève peut-être d'un désir aussi un peu semblable, mais en tous les cas, oui, c'est quelqu'un d'extrêmement doué. On peut pas, c'est difficile de se comparer à Colette, qui a ce don incroyable et, semble-t-il, assez inné pour passer les épreuves et être capable à chaque fois d'en construire quelque chose. Vous vous souvenez toutes les trois quand vous l'avez découverte, Stéphanie ? Alors moi, très petite, avec le dialogue des bêtes, parce que je crois que je faisais du théâtre quand j'étais toute petite, et on m'a fait jouer des scènes du dialogue des bêtes au théâtre. Donc oui, je dois avoir 7-8 ans en fait. Et tout de suite Non, après je l'ai redécouverte à l'adolescence. Et c'est vraiment vers 17 ans que j'ai commencé à lire. Je me souviens du Toutounier, vraiment, je me dis, j'avais tellement envie de vivre dans un lieu comme ça, avec un piano, les cigarettes qui étaient quasiment écrasées sur le piano. Enfin, je trouvais ça très fou et merveilleux. La chatte, qui a toujours vécu avec des chats. Enfin bon, bref, il y avait tellement de choses chez Colette qui me plaisaient, et j'ai le souvenir. Alors, est-ce que c'est un faux souvenir? Mais dans Chérie, ou la fin de Chérie peut-être, elle ne doute de rien. Il va dire. Elle ne doute de rien, parce qu'en fait, elle a donc cette relation avec le fils de son ami, qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Et au lieu de se dire, comme Dalida, je vais souffrir parce que il avait juste 18 ans, non. Elle pense que c'est lui qui va souffrir. Parce que être éduqué par une femme plus âgée, jamais il ne retrouvera un tel niveau. Et donc, en fait, elle doute pas une seconde qu'elle lui fait un cadeau énorme en étant avec lui, et que c'est lui qui va morfler derrière. Je trouve ça incroyable. Et moi, j'avais 17 ans, je me disais, waouh, c'est... Ça, c'est quand même être fort, oui, non? Oui. C'est quand même être fort. Ou inconscient, enfin... ouais. Muriel? Moi, je l'ai découverte enfant à l'école. Oui, moi, ça me l'a gâché, l'école. C'est après que j'ai découvert. Mais moi aussi, c'est exactement ce que j'allais dire. Parce que, justement, les animaux, ça allait à peu près quand j'étais enfant. Mais enfin, moi, j'avais quand même envie qu'on me raconte des histoires d'êtres humains. Et les descriptions, quand j'étais enfant, j'aimais pas. Et donc, les textes qui nous arrivaient, c'était ces textes-là. En revanche, assez jeune, j'ai été fascinée par la personnalité de Colette, mais je la lisais pas, et je l'ai relue assez récemment,
bon, Chéri m'a fait des clics quand même. Et puis, je suis tombée amoureuse de Sido, que je trouve un portrait magnifique. Tout à coup, avec la maturité, j'ai mesuré la poétesse aussi que c'est. Je trouve que c'est un écrivain, poète, saltimbanque. Et donc maintenant, je m'y retrouve beaucoup dans sa langue surtout, et dans son audace, dans les sujets qu'elle aborde, dans sa liberté, je le disais tout à l'heure. Mais c'est venu tard parce que j'étais plombée par l'image des parfums, des fleurs, et qui était moins ma tendance en littérature. Oui, moi aussi, j'ai mis un certain temps. Puis après, j'ai découvert, grâce à Frédéric Maget, à quel point elle était une journaliste qui me séduisait aussi, parce que ses comptes rendus de procès sont extraordinaires. Moi, j'ai débuté dans le journalisme en faisant des comptes rendus de procès, pas si bien que Colette. Bénédicte Martin, comment vous l'avez découverte ? Je l'ai découverte dans la région, parce que mes parents avaient une maison pas très loin. Je devais avoir à peu près 12 ans. Moi, c'est pas par l'école, en fait. J'ai commencé par les Claudines. Alors, en même temps, je lisais. Alors, mes parents m'avaient mis également dans une école de bonnes sœurs à Paris. Donc, j'oscillais entre les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir et en même temps les Claudines. Quitte à choisir, j'ai préféré les Claudines parce que c'était beaucoup plus excitant. Et donc, voilà. En fait, je me suis retrouvée à lire Colette vraiment in situ. Ça veut dire que j'étais, je devais avoir 12-13 ans, allongée dans une prairie, avec derrière une haie de murs, un mûrier, des groseilles, le même soleil, les mêmes bœufs blancs autour. Les mêmes parfums. Et je me suis complètement dissoute à ce moment-là dans sa littérature. Qui était, quand on a 12-13 ans, qu'on passe des vacances en Bourgogne avec ses parents, ça peut être pénible. Et je me suis dissoute complètement. Et j'ai vraiment, on va dire, joui d'un grand bonheur en lisant Colette. Le bonheur des mots m'est arrivé vraiment par elle. Si on s'ennuie avec ses parents, il n'y a que deux choix, Colette ou les sorciers. Voilà. Alors, avant que le couperet de Frédéric ne tombe, on va essayer de l'éviter. La dernière chose, c'est quand même, est-ce qu'on s'entend toutes sur le fait que Colette était une femme forte ou solide? Ça ne me plaît pas, moi, comme mot, mais j'aime bien fort. Stéphanie ? Oui, après tout ce qu'on a dit, évidemment que si on relit a posteriori la vie de Colette, c'est une femme incroyablement forte qui a résisté à tout, qui a été capable de se réinventer tout le temps. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que Colette, au fur et à mesure qu'elle vivait, se serait dit « je suis forte, je suis forte, je suis forte », j'en sais rien. Peut-être qu'elle était capable de se le dire, mais peut-être pas. Frédéric, est-ce que Frédéric peut répondre pour une fois? Exactement. Voilà, c'est parfait. Mais merci Frédéric et merci à toutes les trois. Je crois qu'on peut aussi s'entendre, Muriel, vous et moi, puisque je pense que comme vous, la liberté, c'est la chose la plus importante qui parfois fait qu'on n'est pas si fort que ça, que c'était une femme libre. Bien sûr. Oui, là je crois. Merci beaucoup. Et maintenant, il faut lire aussi les contemporaines. Il ne faut pas lire seulement Colette. Donc elles sont là et elles sont là-bas. Merci à tous.